Merci beaucoup à l'organisation du colloque d'avoir accepté ma petite proposition, parce qu'avec ce que vous venez d'entendre, vous devinez bien qu'ici, je sors de ma zone de confort, philosophie, pour aller vers la zone de plaisir, à savoir celle que je poursuis depuis une cinquantaine d'années, lire de la science-fiction. Et il y a dans ce domaine-là, qu'on appelle souvent sous-littérature et paralittérature, des œuvres qui, ma foi, mériteraient d'être tout à fait dans la littérature mainstream. Et celle dont je vais vous parler, à mon avis, en fait partie. Les animaux dans la science-fiction occupent une place assez importante, mais curieusement, le nombre de recherches ou d'analyses qui leur sont consacrées ne sont pas tellement nombreuses. Vous connaissez très probablement L'île du docteur Moreau de H.G. Wells. On est en 1896. 2 films ont été faits à partir de ça dans les années 30 et un autre plus récemment avec Marlon Brando. Sirius, on est ici en 1944. Un chien dont on a transformé les cordes vocales et qu'on a élevé de façon différente. C'est bien qu'il parle, qu'il réfléchit et il fait un diagnostic sur l'humanité. Demain les chiens, début des années 50. Il n'est pas seulement question de chiens dans cet ouvrage, mais ce sont les chiens qui succèdent à l'humanité qui, elle, s'est disséminée dans les étoiles. Ce sont les seuls animaux qui restent sur Terre. Bien sûr, la planète des singes, qui a eu je ne sais combien de séquelles, mais il n'y a que le premier épisode en 66, je crois, qui reprend vraiment le roman de Pierre Boulle. Une autre île du docteur Moreau, une reprise donc de l'ouvrage de Wells, mais de moins bonne qualité, je crois. Et bien sûr, l'auteur dont je vais vous parler dans un moment, M. Paul Lindbarger, qui a choisi comme nom de plume Cordwainer Smith. Bien sûr, c'est un homme, on peut s'en douter avec le sujet que je vais traiter, qui aime les animaux. Et peut-être qu'on voit ici son chat, si je me souviens bien, c'est Camille ou Mélissa ou quelque chose comme ça, donc qui donne son nom au personnage dont je vais parler. Je vais m'arrêter ici parce que je voulais simplement vous présenter très rapidement un panorama de l'importance des animaux en science-fiction. Et pourquoi je retiens l'auteur Cordwainer Smith? Parce qu'ici, les animaux sont bel et bien présents, mais sous une forme transformée. Ce sont des animaux à qui on a donné forme humaine. Non seulement forme humaine, mais ils ont intelligence et parole humaine. Et plus encore, dans les ouvrages, surtout des nouvelles, mais aussi un roman, dans les ouvrages de Smith, ce sont des gens qui forment un peuple. Ils sont bel et bien un sous-peuple, donc des dominés. Ce sont des non-humains qui sont dominés par les humains. Mais néanmoins, ils deviennent sujets politiques. Et une bonne partie de l'œuvre de Smith, c'est de nous montrer comment, de sous-peuples, ils deviennent des personnes et donc les égaux des humains. Je vais procéder un peu rapidement. D'abord, indiquer ce qu'il en est du cadre général où se déroulent les histoires de Cordwainer Smith. Ensuite, toucher ce qu'il en est de ce que font ces sujets politiques humains anthropomorphisés. Et finalement, terminer par quelques réflexions sur ce que cela nous apprend en termes de relations interespèces. Cordwainer Smith, c'est un personnage assez étrange, né en 1913, décédé en 1966, un professeur de sciences politiques qui connaissait beaucoup l'Orient. Il a eu des missions très fréquentes en Chine. Il a produit un manuel de guerre psychologique très apprécié au début des années 50, mais c'était aussi un auteur de science-fiction qui s'est surtout fait connaître dans les années 50 et jusqu'à sa mort en 66 par des ouvrages qui, pour la plupart, se déroulent dans un contexte qui est nommé « Les seigneurs de l'instrumentalité ». Qu'est-ce que c'est que ces seigneurs? C'est en quelque sorte une autocratie bienveillante qui, dans un très lointain futur où les humains se sont répartis sur des centaines de planètes dans la galaxie, qui veille à la dignité et au confort des humains. Ces seigneurs ont effectivement des pouvoirs supérieurs. Ce sont des gens qui ont et le pouvoir politique et le pouvoir technique, mais encore une fois dans un but bienveillant pour faire en sorte que l'humanité vive un bonheur continu. Existent aussi dans ce même cadre des machines et des robots, il en sera question un petit peu dans un moment, des humains qui ont été physiquement transformés pour s'adapter à d'autres cadres planétaires, qui sont appelés des hominides ou des hominidés dans l'œuvre de Smith, et aussi des sous-êtres qui forment le sous-peuple.
Ce sont la plupart du temps des mammifères, et quelquefois, oui, des serpents et des poissons, transformés, comme je disais, en êtres humains. Ils en ont la capacité intellectuelle, affective et physique. Ils sont un peu plus petits que les humains, mais pas de beaucoup. Parfois un peu plus grands, mais pas de beaucoup non plus. Et ils se trouvent à être des gens, c'est moi qui les nomme ainsi, mais ça sera tout l'enjeu du travail de Smith. Ce sont donc des êtres des animaux à forme humaine, je cite, destinés à exécuter les gros travaux et toutes les tâches nécessaires à l'équilibre d'une économie parfaitement organisée et planifiée. Donc, une classe de travailleurs qui se trouve à faire les tâches les plus difficiles. Le sous-peuple est un peuple servile qui est tout à fait sous les ordres, et même peut-on dire sous la botte des humains et surtout des seigneurs des instruments. Ce sont, je cite encore, d'étranges créatures, si semblables à des humains et si maladroits dans l'art de l'être, au point que ces êtres meurent avant même d'avoir appris de vivre. Donc des êtres qui ont des caractéristiques humaines, mais auxquelles on ne permet pas de mener une vie humaine. Au contraire, on leur demande une vie de labeur et de travail, et surtout, on ne leur reconnaît pas de droits de propriété, de droits sur leur personne. Ils n'ont aucune citoyenneté. Quand ils sont malades, on ne les envoie pas à l'hôpital ou chez le vétérinaire. On les exécute ou on les brûle. Donc ici, ils sont vraiment des objets. Et pourtant, ils parlent, pourtant, ils sentent, et pourtant, il peut arriver même qu'il y ait des relations amoureuses entre vrais humains et sous-êtres. Et quand cela se produit, eh bien, vous pouvez deviner facilement, Semel ou Kmel est un sous-être. D'après la loi terrestre, si un sous-être et un humain s'engagent dans des relations amoureuses, le sous-être meurt et l'humain se voit soumis à un lavage de cerveau. Donc, vous voyez deux populations très différentes qui ont des statuts politiques, économiques et moraux très différents, mais l'un se trouve à être soumis à l'autre d'une façon tout à fait claire, tout à fait évidente. Alors, voilà pour Seigneur des instruments et ce qu'il en est du sous-peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en quelque sorte dans les ouvrages, dans les nouvelles et un seul roman qui s'appelle d'ailleurs Le sous-peuple de Columella Smith? Il y a d'abord ce qui s'appelle la redécouverte de l'homme, des vrais humains, et par ailleurs un événement politique que Smith appelle la révolution de l'amour. D'abord, redécouverte de l'homme. J'ai indiqué que les seigneurs des instruments, c'est une autocratie bienveillante qui assure le bonheur et le confort aux humains dans un lointain futur. Mais il se trouve que ce bonheur et ce confort a aussi son prix. Les vrais humains, je cite encore, ils avaient tous des numéros de code en guise de nom. Ils étaient beaux, en bonne santé, mornement heureux. Ils se ressemblaient tous avec leur beauté, leur santé, leur bonheur morne. Tous avaient un total de 400 ans à vivre, grâce à une certaine drogue d'ailleurs puisée dans les organes d'animaux malades. Ils se sentaient inutiles et en proie à un désespoir tranquille sans même le savoir. Alors, on trouve dans les ouvrages de Smith, d'autres passages de ce genre, je vous en cite quelques autres. Nous, les seigneurs des instruments, citation, nous, seigneurs des instruments, avons juré de défendre la dignité de l'homme. Pourtant, nous sommes en train de tuer l'humanité sous un bonheur total et désespéré, qui interdit les informations, supprime la religion et qui fait de l'histoire tout entière un secret d'État. Je dis, moi, qu'il est évident que nous avons failli à notre mission et que cette humanité que nous sommes engagés à choyer a failli elle aussi. Elle a failli en vitalité, en puissance, en nombre et en énergie. On peut d'ailleurs deviner que si c'est cela qui manque à l'humanité, c'est sans doute cela qu'on va retrouver chez le sous-peuple. Je vous vends la mèche par avance. Dernier petit passage. Ici, ce n'est pas ni un sous-être, ni un humain, ni un seigneur des instruments qui parle. C'est une machine qui porte la trace psychique d'un ancien humain. Je cite, « Pourtant, je sais que je suis une machine, et je sais que si je n'ai connu de perception véritable que lorsque j'étais un homme, je me demande parfois si les humains, comme vous, n'êtes pas allés trop loin. Trop loin avec nous, les robots, avec le sous-peuple aussi. Il fut un temps où les choses étaient relativement simples, où tout être parlant était un être humain, simplement. Il se pourrait que nous y allions vers une impasse sur tous les chemins actuels. » Alors, du côté des humains ou des machines qui portent une trace d'humanité, il y a dans la saga que se trouve à dépeindre Smith, des gens qui disent « on n'a pas une vie heureuse,
moralement, politiquement, c'est pas intéressant. Et en plus, on se trouve à vivre avec des êtres qui sont sous nos ordres et qui peut-être aussi ont une subjectivité, une vie propre. Et c'est d'ailleurs cette vie propre que veut révéler Smith dans quelques histoires. Je vais venir seulement à la fin avec la ballade de Kmel. Il y a dans l'ouvrage de Smith un petit ouvrage qui s'appelle La vieille dame de la ville des Gueux. La vieille dame étant une machine portant l'empreinte humaine d'une ancienne seigneur des instruments et qui se trouve en quelque sorte enclencher une histoire qui ressemble beaucoup au sacrifice du Christ, mais qui est menée par une jeune fille chien qui s'appelle D. Jones. D pour dog, C pour chat, et plusieurs des personnages de Smith portent cette initiale pour dire qu'ils sont des bœufs, des tortues, des poissons, des serpents, des taureaux, ou ainsi de suite. Alors, cette fille chien se trouve à se sacrifier face aux humains qui viennent les éradiquer, parce que le sous-peuple, ici, est quand même un sous-peuple créé artificiellement. Il ne vit pas dans la nature, mais dans les sous-sols des cités. Et parfois, il arrive à vivre de façon relativement autonome, cachés. Et c'est lorsqu'ils sont cachés qu'ils sont poursuivis par les humains. Lorsqu'ils sont trouvés, ils sont exécutés. Alors, ce qui se passe dans cette petite scène, c'est que la fille chien, Joan, va quand même aller au-devant des humains qui se préparent à les massacrer et va dire « Je vous aime ». Révolution de l'amour, les sous-êtres peuvent avoir vis-à-vis des humains une relation d'affection, une relation de tendresse, une relation d'amour, même si devant eux se dressent des bourreaux qui vont les exécuter de la plus atroce façon. Alors, ce que dit John est intéressant pour une perspective interespèce. Je cite ici les passages les plus didactiques de cette petite nouvelle, mais ce qui est toujours intéressant, c'est Smith, c'est la façon dont il raconte, une manière qui est proche de contes d'anciennes légendes. Quand ces ouvrages commencent, souvent c'est d'une façon qui est ce qu'on appellerait en anglais des non-starters. Il nous dit, vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez déjà la fin, mais ce que vous connaissez pas, c'est un petit détail, c'est ça que je vous raconte maintenant. Alors ici, voici ce que dit la femme chien des Jones. Ce n'est pas de cet amour-là que je vous parle, un amour avec un amant ou avec une maîtresse. Pas l'amour pour un amant, mais l'amour tout court, l'amour de la vie, l'amour de toutes les choses vivantes, même l'amour pour moi. Petit passage très clair, les humains et les sous-êtres se rencontrent sur le terrain de l'amour. L'amour-compassion, l'amour-bienveillance universelle, qu'on pourrait ici assez facilement identifier, étant donné que l'ouvrage est produit en 62, avec, ma foi, l'amour chrétien, la charité chrétienne. Qu'apporte cette fille chien, qui devient en quelque sorte la martyre de son propre peuple? Je vous apporte la vie en union. C'est plus que l'amour. L'amour est un mot dur et triste, un vieux mot et froid. Il dit trop de choses et en promet trop peu. Je vous apporte quelque chose de plus grand que l'amour. Si vous êtes vivant, vous êtes vivant. Si vous êtes vivant en union, alors vous savez que l'autre vie existe aussi. Ne faites rien, n'attrapez pas, n'arrachez pas, ne cherchez pas à posséder. Contentez-vous d'être. Voilà quelle est l'arme. Et il n'est nulle flamme ni poison qui puisse l'arrêter. Alors, révolution de l'amour, l'outil principal, c'est effectivement la compassion, l'amour pour les humains qui pourtant les maintiennent dans une position inférieure. Je cite quelques autres passages parce qu'encore une fois, ils peuvent être utiles d'un point de vue éthique. Là, je reviens à ma zone de confort pour réfléchir aux relations interespèces. L'amour n'est pas spécialement réservé aux humains. C'est toujours des citations. Il touche tout ce qui vit et la vie est aussi en nous sous-êtres. Nous ne vaincrons pas en combattant. Les hommes nous dominent et nous surpassent, mais ils ne nous ont pas créés. Ce qui les a créés nous a créés aussi. Le moment est peut-être venu pour nous de mourir, mais nous mourrons comme le faisaient les humains au premier temps, avant que les choses leur deviennent trop faciles et trop cruelles. Ils vivent dans la stupeur et meurent dans un rêve. Mais c'est un mauvais rêve, et s'ils s'en réveillent, ils sauront que nous sommes leurs égaux. Dernier petit passage. Nous, sous-êtres, sommes-nous si étranges à vos yeux, nous autres animaux de la terre que vous avez amenés avec vous vers les étoiles. Nous partagions le même soleil, les mêmes océans, le même ciel. Nous venons tous du berceau de l'humanité. Si nous y étions restés,
Comment savez-vous si nous ne vous aurions pas égalé un jour? Ma race est échelle des chiens. C'est toujours D. Jones qui parle. Il vous aimait avant que vous nous ameniez, il vous aimait avant que de ma mère vous fassiez une créature en forme de femme. Dois-je pourtant ne pas vous aimer? Le miracle n'est pas que vous ayez fait de nous des humains. Le miracle, c'est que nous ayons été si longtemps à le comprendre. Nous sommes des personnes maintenant, tout comme vous. Alors, nous avons en commun avec vous la parole, l'espoir, la peur et aussi la nôtre. Et dans tout ce travail de réveil du sous-peuple et dans leur propre projet politique de révolution, de devenir des égaux des humains, il y a cette idée, et je pense qu'on la voit assez clairement dans l'ouvrage de Smith, que en réveillant les humains eux-mêmes qui se sont endormis à leur vitalité, à leur force et à leur puissance, eh bien, à ma foi, les sous-êtres ou les sous-peuples deviennent plus humains que les humains, et en quelque sorte, il les réveille, il leur indique la voie à suivre pour mener une vie qui a du sens, alors que celle des humains en a probablement perdu. Vous voyez, l'amour, oui, dans ce sens-là, l'amour dans le sens large d'une bienveillance universelle, mais aussi l'amour au sens de relations amoureuses, même si elles sont interdites, il y a des relations secrètes. Le texte qui s'appelle la ballade de Kemmel ou de Semel, qui est dans cette petite nouvelle une hôtesse qui reçoit les gens en visite sur Terre, une hôtesse qui les met à l'aise, qui les apaise, une hôtesse qui a un peu un rôle de geisha, c'est dit très clairement dans le texte, mais ce n'est pas néanmoins une escorte et encore moins une prostituée, malgré que Semel est une très jolie femme et le texte n'est pas avare de détails pour parler de ses cheveux roux, de ses yeux verts et ainsi de suite, mais elle est une des figures dirigeantes de la révolution de l'amour. Et elle se trouve à être en relation avec un des seigneurs de l'instrumentalité, Gestocoste, qui lui croit aux droits du sous-peuple. Et ce qui se passe dans cette petite nouvelle qui fait à peine 30 pages, c'est oui, le seigneur des instruments veut aider le sous-peuple à conquérir sa liberté. Il s'allie donc avec j'allais dire femme-chat, mais c'est carrément une chat-femme. Hein. C'est très différent. Il s'agit de lire comme il faut ici. Donc, une relation politique se noue entre les deux. Mais bien sûr, en sous-main et de façon souterraine, c'est une relation amoureuse, et au sens propre du terme, une relation amoureuse marquée par la tendresse, l'affection, la recherche du bien pour autrui, aussi bien de la part du Seigneur, qui est un vrai humain, que de la femme-chat, de la chat-femme, pardon. Alors, évidemment, les illustrateurs pouvaient avoir un terrain de choix pour représenter cette femme-chat. J'ai trouvé seulement quelques illustrations, celles de l'époque, par Virgin Finlay, on est en 1962. On distingue assez peu que c'est une chat-femme, sinon qu'elle a de petites oreilles dans les cheveux. Mais bien sûr, par la suite, d'autres illustrateurs se sont essayés. Ici, on voit à peine aussi. C'est un illustrateur assez extraordinaire, surtout en noir et blanc. Et aujourd'hui, sur des couvertures d'ouvrages, on peut faire certainement, avec les images composites, chercher un peu mieux. Quelque chose parfois de beaucoup plus simple. C'est la précédente que je voulais vous montrer. En quoi voit-on ici que c'est une chat-femme? Par les yeux, c'est tout. Et l'illustration suivante, j'ai oublié les deux dessinatrices ou dessinateurs, évidemment par le nez, le museau, un peu les moustaches et les yeux. Alors, j'imagine qu'il y aura probablement un jour une série de science-fiction qui se refait à partir de ces ouvrages. Mais que trouve-t-on, encore une fois, et je vais bientôt terminer là-dessus, dans cette relation amoureuse autant que politique dans la ballade de Kemmel? Ballade, c'est une forme littéraire que l'on retient souvent pour raconter des histoires d'amour, et c'est bel et bien ce qui se passe. Hein. On trouve à la toute fin ce qu'il advient du seigneur Gestocoste, qui lui vit des centaines d'années, alors même que son amante impossible est décédée. Alors, ce qu'il voit, c'est les descendants du chat-femme Kemmel, qui, eux, maintenant, ne sont plus des demi-esclaves. Hein. Elles sont des citoyennes
qui est un titre réservé, avaient des photocartes qui protégeaient leurs biens, leurs identités et leurs droits. Et ce que veut savoir ce Seigneur à la fin de sa vie, c'est évidemment, est-ce qu'elle m'aimait vraiment, alors que lui aussi l'aimait, et une entité télépathe lui révèle que c'était bel et bien le cas, là, il peut mourir l'âme en paix. Ce qui est intéressant, et c'est ma dernière partie ici concernant les relations interespèces, c'est qu'on peut se dire, d'un côté, nous avons un sous-peuple créé artificiellement par les humains, qui possède parole, intelligence, affect, amour, mais qui est maintenu sous la botte des humains, et que ce n'est que quand il devient humain qu'il peut s'intégrer à l'humanité. Donc, il est à ce point anthropomorphisé qu'il devient humain avec reconnaissance de droits et ainsi de suite. On peut se demander ce que ça change bien ici comme ce que constitue le fait d'être humain. Mais pensons-le aussi de l'autre côté, ce sont des sous-êtres produits à partir d'animaux, qui en conservent certains traits physiques, dans le faciès, dans les habiletés, dans la force, et ainsi de suite, s'ils deviennent à leur tour humains, ce que être humain inclut des traits animaux. Alors, c'est à une modification aussi bien de ce que sont les animaux que de ce que sont les humains auxquels on assiste par cette pacification, cette révolution de l'amour qui a quand même pris plusieurs centaines, sinon milliers d'années dans l'ouvrage de Smith. Donc, dans cette science-fiction, le sous-peuple n'est pas seulement un miroir pédagogique pour les humains, pour permettre de voir où ils en sont et guérir leurs travers. Il y a aussi cet aspect-là. Mais comme les sous-êtres sont eux-mêmes un sujet politique, ils ont leur propre pensée, leur propre forme de gouvernement, leur propre forme d'économie. Ma foi, ici, ils sont aussi étrangers aux humains. Ils ont une altérité qui font qu'ils sont des êtres qui ont leur propre vision, leur propre avenir et leur propre projet. Donc, intégrer cela sous le chapeau humain, surtout si ça inclut certains des robots dont j'ai parlé tantôt, ça modifie fondamentalement ce qu'on peut entendre par humain. De même manière, si on se dit, quand on voit Révolution de l'amour, c'est en quelque sorte la charité chrétienne ramenée à la surface, c'était probablement plus parlant pour les lecteurs des années 60. Aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui nous est plus étranger. Alors on peut dire, ben, c'est quelque chose qui est totalement humain, qu'on le trouve chez les vrais êtres ou chez le sous-peuple. Mais d'un autre côté, ce que je vous ai lu tantôt, hein, c'est plus que de l'amour, c'est l'union, c'est tout ce qui a vie, tout ce qui a vitalité. Alors, si dans le commandement d'amour de la religion chrétienne, la charité et l'agapé, on inclut non seulement les êtres humains, mais le sous-peuple, mais aussi tout ce qui a vie et vitalité, alors vous voyez qu'on a une conception bien différente de ce que peut être l'amour. Et donc, ici, ce que l'on voit présent chez Caldwell Smith, chez Paul Lindberger, c'est que la relation interespèce est bâtie sur l'amour, la tendresse et la compassion pour la vie. Merci.